L'économie libérale, celle qui anime les pays développés depuis la révolution industrielle, est-elle adaptée aux grands enjeux de demain? Faut-il plus de social, plus de liberté, ou faut-il faire carrément autrement? Rares sont les économistes qui vont aller contre les différentes écoles libérales qui animent les décisions économiques depuis les années 30. Et pourtant, il y en a. Je reçois Gaël Giraud qui propose une vision qui prend en compte une nécessaire transition écologique. Il invoque la notion de commun, ce qui appartient à l'humanité tout entière. Si Gaël Giraud pense autrement, c'est parce qu'il a un double parcours, une personnalité riche de deux enseignements d'excellence. Comme Janus, il a deux faces. D'un côté, un doctorat en mathématiques appliquées, et de l'autre, il est docteur en théologie et prêtre jésuite. Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps. Vous auriez pu travailler pour la finance. Vous étiez de cette école mathématique française dont raffolent les maisons de trading à la City ou à Wall Street, et vous êtes devenu prêtre. Cela m'a fait penser à l'épisode de Zachée dans l'Évangile, ce riche collecteur d'impôts qui cherche un sens à sa vie. Là, il est perché sur son arbre et il croise le regard de Jésus et sa vie change. Ça vous va comme C'est comparaison? pas mal, c'est intéressant. C'est une comparaison à laquelle j'ai souvent pensé en rencontrant beaucoup de mes collègues et en me demandant quand vont-ils enfin descendre de leur arbre. Le problème de Zachée, c'est qu'il s'est mis sur un arbre depuis lequel il croit pouvoir contempler le monde à distance sans s'impliquer. Et la première chose que le Christ lui demande, c'est de descendre de l'arbre. Reviens parmi nous dans le monde réel, et là on parle. Et c'est à ce moment-là que Zachée commence un chemin. Et donc il y a un enjeu, je crois, pour pas mal de mes collègues ou de mes anciens collègues de la finance, qui est d'accepter de descendre de l'arbre où ils se sont perchés, où ils se croient immunisés vis-à-vis de tout, et surtout, ils croient qu'ils peuvent rester à distance du réel et ne jamais s'engager dans la société. Alors, on l'entend, votre ennemi, pour reprendre une déclaration d'un ancien président à l'élection présidentielle, votre ennemi, ça semble être la finance ou les banques. Non, pas du tout. Non, non. Alors, donc, je ne suis pas du tout dans cette ligne-là. Je pense que nos sociétés ont absolument besoin d'un système bancaire sain et sain, et d'une finance saine qui soit vraiment au service de notre société et non le contraire. La difficulté, je crois, c'est que depuis, disons, une quarantaine d'années, nous avons organisé la dérégulation des marchés financiers et nous leur avons octroyé un pouvoir considérable à la mesure du fait que nous avons obligé, en tout cas en zone euro, c'est très clair, les États à se refinancer auprès des marchés financiers. Ce qui veut dire que les marchés financiers aujourd'hui ont un droit de regard sur le mode de financement des politiques publiques et donc sur la vie politique. D'une certaine manière, ça n'est plus tellement nous qui votons pour nos politiques publiques, ce sont les marchés financiers qui décident de financer ou telle politique publique. Et donc ça veut dire qu'en réalité, vous faisiez allusion tout à l'heure à la révolution industrielle et disons aux idées libérales. Les idées libérales au XVIIIe, c'est on coupe la tête du roi en France, et donc on enlève le corps du roi du trône, du pouvoir, pour que le trône reste vide. Et que, au fond, ce soit la délibération démocratique qui nous permette de décider ce qu'on va faire entre nous. Ça n'est plus le roi, ça n'est plus l'Église, ça n'est pas Dieu, ça n'est pas l'histoire, la tradition ou même la science qui va nous dire ce qu'on a à faire, c'est on en discute ensemble. Et puis, depuis une trentaine, quarantaine d'années, au fond, on a réinstallé les marchés financiers à la place du roi. C'est-à-dire que ce sont eux qui décident du type de politique publique qu'on va faire à notre place. Donc on est revenu en fait dans une position d'ancien régime, on pourrait dire d'hétéronomie, au sens où ce sont d'autres qui décident pour nous de notre vie publique. Et donc, vous considérez, par exemple, quand les banques centrales ou quand la BCE, Christine Lagarde, commence à dire, bon, bah, là, il faudrait commencer à flécher la finance vers la transition écologique ou la transition énergétique, vous considérez que c'est pas bon non plus, Ah parce si, que ça si, au reste de la contraire. finance. Je Ah, pense, voilà. non, non, au contraire. Donc je le disais, on a absolument besoin d'un système bancaire sain et sain et d'une finance qui soit au service de la société, et en particulier de la transition ou de la bifurcation écologique. On ferait mieux de parler aujourd'hui de bifurcation. Il y a une dizaine d'années, je parlais beaucoup de la transition, et à juste titre, aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ce vocabulaire parce que la transition véhicule un imaginaire d'une espèce de mouvement progressif, doux, sans accroc, sans heurts, et ça n'est pas ce qui va se passer. Il va y avoir des accros, des heurts. Bon, et donc, bifurcation est un mot plus adapté aujourd'hui, je crois. Et puis ça fait référence aussi à des travaux, par exemple, de Bernard Stiegler. Alors, non, non, je crois qu'on a besoin d'une finance qui soit au service de ça, et Christine Lagarde est une des rares personnalités au niveau de responsabilité où elle se trouve, à la tête de la BCE, qui à la fois critique les économistes et promeut la mise au service de la finance
pour la bifurcation écologique. Donc elle a parfaitement raison. La question, c'est comment on fait. Il faut aller beaucoup plus vite et aider en fait notre système bancaire à financer les projets verts. Ça, c'est un énorme enjeu. Vous savez que cette posture de Christine Lagarde énerve au plus haut point les libéraux, qui Alors, considèrent oui. qu'une banque centrale, c'est le mandat, rien que le mandat. En clair, essaie de te débrouiller pour qu'il y ait de la confiance dans la monnaie, quoi. Oui, alors le point, premièrement, ces gens-là ne sont pas des libéraux, de mon point de vue, parce que le libéralisme, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, vraiment. C'est ce que j'essaie de dire dans mon livre Composer un monde en commun, hein. Le libéralisme au XVIIIe, celui de Kant, Rousseau, même Voltaire, Benjamin Constant, bon, il a trois composantes. La première, c'est on coupe la tête du roi. Et donc, on consent à l'autonomie démocratique, hein, par opposition à une hétéronomie, c'est-à-dire d'autres vont nous dicter ce qu'on a à faire. Deuxièmement, on instaure l'état de droit et l'égalité de tous devant la loi. Et puis troisièmement, à l'époque, bon, on sacralise la propriété privée. Et puis j'imagine qu'on va revenir sur ce troisième pilier. Puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il faut les substituer la promotion des communs. Mais ceux qui se disent néolibéraux aujourd'hui, à mon avis, ont largué les amarres du libéralisme. C'est-à-dire, ils ont réinstallé les marchés financiers à la place du roi ou à la place de Dieu. Ils bafouent tous les jours l'égalité devant la loi, hein. Il suffit de regarder par exemple ce qui se passe en termes d'évasion fiscale, ou bien en fait simplement, même s'il n'y avait pas d'évasion fiscale, le fait que le système fiscal, par exemple l'impôt sur le revenu français aujourd'hui, n'est plus progressif, quasiment pas. Et le taux effectif maximal d'imposition aujourd'hui en France, c'est 21%. Donc même les milliardaires payent au maximum 21% de leurs revenus sous forme d'impôt. Et donc à peine plus, relativement à ce qu'ils gagnent, que les classes moyennes, qui payent 16, 17, 18%. Et donc, en fait, en réalité, ce deuxième pilier du libéralisme, qui est absolument fondamental, est complètement bafoué aujourd'hui. Donc, ces néolibéraux ne sont pas libéraux. C'est pour ça que moi, je propose de les appeler des post-libéraux. De la même manière qu'on parle de la post-démocratie, il y a des pseudo-démocraties aujourd'hui qui ne sont plus démocratiques. Voilà. Il y a des pseudo-libéraux qui n'ont plus rien à voir avec le libéralisme, qui croient en de nouvelles déités, qui sont les marchés financiers, et qui ont renoncé à toute égalité devant la loi et à l'état de droit. Voilà. Donc, moi, je crois au contraire que lorsque Christine Lagarde dit il serait temps que la finance se mette au service de la bifurcation écologique, elle a raison et elle fait son boulot. Parce que son travail, dans le mandat qui lui a été confié pour la BCE, c'est faire en sorte que l'inflation, le taux d'inflation annuel soit proche de 2%. Et en fait, on n'y arrive pas du tout, hein. Ça fait plus de 15 ans qu'on échoue, parce que pendant quasiment 10 ans, il a été très faible, il était très en dessous de 2%. Maintenant, il est très au-dessus de 2%. Bon. Et je pense que Christine Lagarde a bien compris que l'inflation n'est pas un problème purement monétaire, contrairement à ce que croient un certain nombre d'idéologues, mais c'est un problème politique, social, économique qui implique la contribution de tous. En particulier, la fin de l'explosion des marges d'un certain nombre de groupes industriels, et puis la libération de notre dépendance à l'égard des énergies fossiles, dont le prix a explosé à cause de la guerre en Ukraine. Et puis, deuxièmement, la guerre de la monnaie. Mais la protection de la valeur de l'euro passe, à mon avis, nécessairement par la promotion de la bifurcation écologique. Si on ne fait pas en Europe la bifurcation écologique, l'euro ne vaudra plus rien d'ici quelques décennies. Pourquoi? Nous n'avons pas de ressources naturelles sur le territoire européen. Nous sommes extrêmement dépendants des importations en énergie fossile, c'est une évidence, et en minerais. Or, imaginez une industrie sans énergie fossile et sans minerais, c'est compliqué. Et donc, si on ne fait pas cette bifurcation, le continent européen est voué à l'effondrement. Et je pense que quelqu'un comme Christine Lagarde l'a compris, elle l'avait déjà compris quand elle était au FMI. Il y a quelques années, on disait, lorsque j'étais à Washington, on disait, bon, l'intersection entre le FMI et l'écologie, c'est Christine Lagarde. Voilà. Et je crois qu'on avait raison. Et heureusement, Christine Lagarde a transformé l'état d'esprit du FMI. Aujourd'hui, la question du changement climatique et de l'écologie sont devenues des questions prégnantes au FMI. Et elles sont en train enfin de le devenir également au sein de la BCE. Et donc j'espère que ça va diffuser sur l'ensemble du système bancaire. Oui, alors justement, c'est la limite de l'exercice, puisque en fait, la BCE ne s'adresse pas au grand public, elle s'adresse bien aux banques, et donc elle va financer des gens où vous dites que clairement, ils ne sont pas obligatoirement très intéressés par ce sujet-là. Alors la situation est un tout petit peu plus compliquée. Ce qu'on a fait avec l'Institut Rousseau, vous savez, le think tank à la création duquel j'ai contribué en janvier 2020 et dont je suis le président et qui est dirigé par l'excellent Nicolas Dufresne, l'Institut Rousseau a publié un rapport en 2021 où on a étudié le bilan des 11 premières banques de la zone euro. Et ce qu'on a montré, c'est que ces 11 premières banques, donc BNP Paribas, Société Générale, BPCE Natixis, Crédit Agricole pour la France,
mais aussi Santander, Deutsche Bank, Intesa San Paolo, etc. Ce qu'on a montré, c'est que ces banques ont sur leur bilan 530 milliards d'euros d'actifs financiers directement liés aux énergies fossiles. Alors, a priori, en première vue, on se dit 530 milliards, c'est pas énorme, bon, rapporté au PIB de la zone euro. Voilà. Simplement, ce qu'on a regardé, c'est que ces actifs financiers fossiles représentent en moyenne 95% des fonds propres, pour les techniciens, le core tier 1, de chacune de ces banques. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si demain matin, nous étions courageux, collectivement, et que nous décidions que le charbon, le pétrole et le gaz sont des actifs échoués, les stranded assets en anglais, donc on n'a plus le droit de les vendre ni de les acheter, la valeur financière, la valeur de marché de ces actifs financiers chuterait à zéro très rapidement. Et donc, ces banques perdraient 95% de leurs fonds propres. Or, une banque qui perd 95% de ses fonds propres, elle est en faillite. Et donc, la plupart de nos grosses banques ont compris que la bifurcation écologique, ça signifie leur faillite, ou en tout cas la faillite de leur business model d'aujourd'hui. Et donc, elles sont condamnées, d'une certaine manière, à être à la fois d'un côté tout sourire et dire ben, nous, on s'est convertis à la transition écologique au moins depuis 2009. Et à pousser le modèle le plus longtemps possible. Voilà, et en réalité, à pousser le modèle fossile le plus longtemps possible pour survivre. Voilà. Et donc, alors, vous voyez, si on prend une analogie avec le cancer, imaginez quelqu'un qui a un cancer des poumons. Alors, on lui dit bon, on va essayer de vous faire l'ablation de ce que vous avez dans les poumons, mais il faut que vous arrêtiez de fumer. Alors, arrêter de fumer, ça veut dire arrêter de financer aujourd'hui des nouveaux projets bruns, fossiles. Alors, les banques ne le font pas, malheureusement, donc ça, c'est un premier gros problème. Oxfam, par exemple, publie régulièrement des rapports dénonçant le fait que, en gros, sur 10 euros de financement par les banques françaises, il y en a encore 7 ou 8 qui vont vers des projets fossiles. 10 euros de financement énergétique, vous en avez 7 ou 8 qui vont vers des énergies fossiles. Donc, notre fumeur continue de fumer. Bon, ça, c'est un vrai problème. Mais même s'il s'arrêtait de fumer, il aurait encore des métastases dans les poumons. Et ça, c'est les actifs fossiles que nous avons identifiés avec l'Institut Rousseau. Et ça, c'est un legs du passé, d'une certaine manière. C'est l'héritage de nos décisions collectives sur les 40, 50 dernières années. Et donc là, sur cette question-là, l'enjeu n'est pas de blâmer nos amis banquiers, mais c'est collectivement de nous dire, bon, en fait, les bilans de nos banques sont le reflet des décisions que nous avons prises en société depuis 40 ans. Donc comment fait-on aujourd'hui pour libérer nos banques de leurs actifs fossiles, de manière qu'elles puissent, sans état d'âme, financer vraiment la bifurcation écologique, voyez. Et donc, lorsque Christine Lagarde vitupère sur cette question-là, elle a raison. Et à mon avis, elle est la mieux placée pour le faire parce que, si vous voulez, si vous réfléchissez à comment est-ce qu'on va pouvoir faire l'opération chirurgicale d'ablation des métastases. Parce que vous ne pouvez pas enlever les fonds propres des banques. Non, ça c'est clair. Mais si vous enlevez les fonds propres des banques, elles sont en faillite. Voilà. Les fonds propres, pour ceux qui ne voient pas, c'est en gros c'est l'airbag d'une banque. C'est-à-dire si elle a un accident, eh bien, elle va puiser dans ses fonds propres pour colmater les brèches, les pertes qu'elle a faites sur ses actifs. Et en plus, elle a des obligations d'avoir des fonds propres. Alors, tout à fait, absolument, tout à fait. Alors, je suis certain que d'ici quelques années, j'imagine, quelqu'un, par exemple à la Commission européenne, va dire, écoutez, moi j'ai la solution. On va faire exactement ce qu'on a fait pour les actifs subprime, on va le faire pour les actifs fossiles. Autrement dit, on va créer dans chaque État une banque de défaisance, une bad bank en anglais, qui sera une banque publique qui va racheter les actifs fossiles auprès des banques. Donc les banques vont être débarrassées de leurs métastases, si je puis dire, vont récupérer du cash à la place, bon, c'est Noël. Et puis la banque publique va gérer les actifs et en fait assumer la perte de valeur de ces actifs à mesure que nous deviendrons plus raisonnables en termes de non-consommation d'énergie fossile. Donc collectivement, nous assumerons... Voilà, mais parce que le point, c'est que ces bad banks seront des banques publiques. Et donc les pertes de ces bad banks vont devenir de la dette publique. Ce qui veut dire qu'in fine, c'est vous et moi, les taxpayers, les contribuables, qui allons payer la note. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on a déjà fait ça pour les actifs subprime. Bon, ce n'est vraiment pas une bonne idée de recommencer. En revanche, il y a une autre solution, qui est de demander à la BCE, et ça concerne Christine Lagarde, de jouer le rôle de la bad bank pour tout le monde. Qu'est-ce que ça change? L'énorme différence, c'est que la Banque centrale européenne étant une banque centrale, elle peut perdre ses fonds propres sans faire faillite. Donc j'ai eu un débat technique avec un certain nombre d'économistes collègues en France qui n'étaient pas d'accord avec moi là-dessus, jusqu'à ce que, heureusement, la Banque des règlements internationaux, la Bank of International Settlements, la BIS, à Bâle, charmante petite ville de Suisse, publie un rapport dans lequel il est écrit noir sur blanc, non pas Gaël Giraud a raison, mais une banque centrale peut très bien perdre ses fonds propres et continuer de fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est une banque centrale.
Et donc, si elle perd ses fonds propres, elle se recapitalise elle-même, elle crée de la monnaie ex nihilo, ça ne lui coûte rien, et ça ne coûte rien à personne. Donc, la BCE pourrait très bien jouer le rôle de la banque de défaisance, racheter les métastases des banques privées, assumer la perte progressive au fil des années, à mesure que la valeur de marché de ces actifs financiers fossiles baisse, sans que le contribuable ait besoin de payer à la place de la BCE. Et nos banques seraient enfin libérées de leur métastase et pourraient enfin financer, sans état d'âme, la bifurcation écologique. Voilà. Donc moi, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors, juste, je termine là-dessus, hein, une objection par rapport à cette solution, dont je reconnais bien qu'elle n'est pas tout à fait orthodoxe, mais vu la gravité de la situation, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir avec des solutions orthodoxes. Euh, une objection, c'est oui, mais alors, et la crédibilité de l'euro? Si la BCE devient une banque de défaisance, ça devient une banque bad bank, bon, et donc l'euro. Et puis elle crée de la monnaie pour remplacer ses fonds propres, donc Alors, effectivement. oui, mais alors si elle crée de la monnaie pour remplacer ses fonds propres, c'est vraiment pas grave, parce que ça, c'est pas de la monnaie qui circule dans l'économie. Donc ça n'est absolument pas Ok. inflationniste. Donc c'est neutre. Ah oui, absolument, ça c'est clair. Mais non, le point, c'est plutôt sur la crédibilité de l'euro sur les marchés d'échange internationaux. Moi, alors, donc, vous avez un certain nombre d'économistes sceptiques qui disent oui, mais enfin, ça va entacher la crédibilité de l'euro parce que la BCE ne sera plus la banque pure, etc., bon, propre, dont nous rêvons, dont l'euro a besoin. Soit quoi je réponds deux choses. La première, c'est en réalité, si on explique bien ce qu'on est en train de faire, à savoir que ceci va permettre aux banques privées de financer la bifurcation écologique. Et on pourrait très bien dire que on fait l'opération d'ablation des métastases conditionnellement au fait que le fumeur, d'une part, s'arrête de fumer, ça c'est quand même la première condition, et deuxièmement, qu'il finance de manière massive des projets verts. Et donc, si on explique bien ça, les marchés financiers vont adorer. Parce que le continent européen sans bifurcation écologique est économiquement perdu. Avec bifurcation écologique, il peut devenir le leader de la bifurcation dans le monde entier. Et donc ça veut dire des profits potentiels dans les décennies qui viennent colossaux. Et donc moi, je crois au contraire que l'euro va s'apprécier si on fait ça. Puis deuxième remarque, la BCE est déjà une bad bank, en vérité. Si on est un tout petit peu lucide, elle a déjà acheté beaucoup d'actifs de très mauvaise qualité au cours des 15 dernières années. Et donc, ce n'est pas une nouveauté. On ne peut pas raconter aujourd'hui que la BCE est une banque. Oui, là vous rejoignez les idées de vos collègues libéraux hein, qui considèrent que la BCE Enfin, a ça, fait. c'est pas une question d'idée ou d'idéologie. Je veux dire, c'est une réalité. Pour le meilleur et pour le pire, la BCE a essayé de jouer son rôle et elle a racheté un certain nombre d'actifs qui ne valaient pas grand-chose pour faciliter en fait l'octroi de ce qu'on appelle le quantitative easing. Bon. Et donc, moi, je pense au contraire que c'était une bonne chose. Voilà. Comme c'est la BCE, c'est pas bien grave. Vous voyez, voilà. C'est ça l'enjeu, à mon avis, de la position de Christine Lagarde aujourd'hui. Est-ce que on pourrait penser que vous êtes un peu, j'allais dire naïf, parce que les gens de la finance sont obligatoirement pas raisonnables. En fait, vous l'écrivez beaucoup, en plus vous le dites. Vous savez que les gens de la finance sont hors sol, vous le dites, qu'ils sont déconnectés du monde réel. Et donc là, quand vous venez de nous faire une théorie où finalement tout le monde va réussir à obtenir cette bifurcation écologique parce que tout le monde va devenir raisonnable et va avoir le bon esprit, est-ce que là, vous n'êtes pas un peu naïf? Alors, c'est possible. Alors, quand je dis que la finance est déconnectée du monde réel, ce que je veux dire par là, c'était mon expérience quand j'ai travaillé sur les marchés financiers, c'est que beaucoup de traders dans les salles de marché font des opérations qui prennent quelques secondes, qui mobilisent des millions, sans avoir aucun moyen de se rendre compte de la conséquence matérielle, réelle, concrète, pour des millions de personnes, des opérations qu'ils font. Je prends un exemple. Je suis un trader aujourd'hui, admettons, qui fait de la spéculation sur des actifs dérivés sur ce qu'on appelle les commodities, ce qui veut dire par exemple les produits agricoles. Et donc les opérations que je vais effectuer, qui vont me prendre quelques secondes sur mes ordinateurs, sur mes écrans d'ordinateur, vont mobiliser des millions de dollars ou d'euros ou de n'importe quelle autre devise, qui vont faire le yo-yo au prix, par exemple, du blé ou du riz, et qui vont éventuellement plonger dans la famine des millions de personnes en Afrique ou en Inde. Moi, dans mon bureau douillet, que ce soit à la Défense, à Londres ou à New York, j'en ai aucune idée. Et je n'ai aucun moyen d'appréhender concrètement, tripalement, ce que ça signifie pour des millions de personnes. Et je suis certain que les amis traders avec lesquels j'ai travaillé dans le passé, si on les transportait
immédiatement au Karnataka, voir ce que ça signifie que des régions entières qui meurent de famine, ils réfléchiraient à 2 fois avant de faire les opérations. Mais voilà, il y a cette illusion qui est rendue possible par la technologie extraordinaire qui est la nôtre aujourd'hui, qui est que je mobilise des millions et je n'ai aucune expérience concrète humaine de ce que ça signifie. Et donc c'est ça pour moi, être décollé de la réalité. Je vais même jusqu'à faire des transactions tous les dixièmes de seconde avec du trading haute Alors fréquence ça, et faire voilà. de l'argent tout à fait artificiellement. Alors ça, c'est oui, en plus, bon, comme donc le trading à haute fréquence, c'est au moins 50% des opérations financières aujourd'hui sur les marchés financiers en Europe. C'est plus que 50% aux États-Unis. Et là, il n'y a même plus d'être humain qui soit derrière l'opération. Donc, vous avez raison, on peut passer 1000, voire 1 million, quelquefois, d'opérations dans la seconde qui n'ont plus rien à voir avec le monde réel, parce que ça n'est pas vrai que la valeur économique d'un actif change 1 million de fois dans la seconde. Donc en vérité, cette capacité à passer 1 million d'ordres de vente ou d'achat à la seconde, c'est destiné à faire quoi? C'est destiné à jouer avec mes adversaires sur le terrain de jeu financier. Par exemple, je lance 500 000 ordres d'achat sur un actif pendant la première moitié de la seconde. Et donc ça va immédiatement faire monter le prix de cet actif. Et donc d'autres en face de moi, mes concurrents, vont croire que ce prix-là est en train d'augmenter, vont jouer à la hausse, et puis moi ensuite, je vais revendre immédiatement ce que j'ai acheté, ou ce que j'ai fait semblant d'acheter en vérité, parce que j'avais aucune intention d'acheter, dans la deuxième moitié de ma seconde. Et si éventuellement je joue 10 fois plus vite que mes adversaires, c'est comme imaginer un film d'arts martiaux dans lesquels vous avez Bruce Lee qui se déplace 10 fois plus vite que tous ses adversaires. Alors évidemment, il a le temps de les cogner 10 fois avant qu'eux-mêmes aient le temps de réagir. C'est ce qui se passe. Et donc vous avez des banques aujourd'hui qui investissent pour acheter des caves dans des immeubles à proximité des terminaux centraux qui vont enregistrer l'arrivée des ordres d'achat ou de vente, de manière à gagner quelques millièmes de seconde, quelques mètres en fait de fil électrique, donc quelques millièmes de seconde pour pouvoir dépasser leurs concurrents. Vous voyez, on en est là. Tout ceci est de la pure spéculation qui n'a rien à voir avec le monde réel. Le monde réel ne vit pas à la milliseconde aujourd'hui. Alors justement, ça permet de revenir à votre ouvrage sur Recomposer un monde en commun, qui est quand même une thèse de théologie. Oui. En fait, on a l'impression qu'il y a une perte totale de morale dans le monde de maintenant, là. De morale, je ne dirais pas ça, parce que, si vous voulez, c'est plus compliqué que ça. Si c'était juste une perte de morale, bon, admettons, non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, mes convictions et mon expérience éthique, morale, elles se nourrissent de mon expérience quotidienne existentielle. Je n'ai pas des valeurs qui sont affichées dans le ciel et que je vais mettre en pratique dans le monde. Non, je suis constamment en train d'apprendre, de découvrir moi-même ce à quoi je tiens vraiment dans la réalité concrète de mes expériences. Voilà. Et si je suis privé d'expérience, en fait, ce qu'on appelle mes valeurs ne sont pas mobilisées. Donc le trader qui est à New York, peut-être qu'en réalité, c'est un type sympa qui ne veut absolument pas provoquer la famine des pauvres paysans indiens, mais il n'en a juste aucune idée. Oui, c'est ça le drame. Et donc, cette thèse de théologie, ce qu'elle essaie de faire, c'est, à partir du diagnostic que j'ai posé tout à l'heure, sur les post-libéraux qui ont en fait trahi les Lumières, et qui, au lieu d'apporter l'autonomie politique de la démocratie, l'égalité de tous devant la loi et le respect de la propriété privée, ont réinstallé les marchés financiers à la place de Dieu, bafoué l'état de droit et absolutisé la propriété privée, et ont créé en fait la situation dans laquelle nous sommes. Et donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est, au fond, nous avons besoin de lumière 2.0, d'une nouvelle Aufklärung, ou Enlightenment en anglais, dans lequel on ferait quoi? Eh bien, on concentrait à nouveau à l'autonomie politique, donc en fait à l'inconfort de la démocratie. Parce qu'au fond, la démocratie, c'est inconfortable. Pourquoi? Parce que ça signifie que je ne sais pas à l'avance quel sera le résultat de la délibération collective. Vous avez un grand philosophe que j'aime beaucoup, Claude Lefort, qui a dit ça. En fait, la démocratie, par-delà les règles précises, disons, par exemple du scrutin de vote, etc., c'est l'institutionnalisation de l'absence de fondement du lien social. On renonce à dire « je sais ce que c'est pour tout le monde que le bien commun », et donc nous allons le découvrir à travers la délibération. Et je vais le découvrir à travers la discussion avec vous. Et je ne connais pas l'issue de cette discussion. Donc c'est embarrassant, en fait, vous voyez. C'est même angoissant. Bon. Premièrement, donc renouer avec les Lumières, l'inspiration initiale, consentir de nouveau à la démocratie.
et malheureusement, on n'en prend pas le chemin aujourd'hui. Deuxièmement, réinstaurer l'état de droit, ça c'est très clair. Et donc les deux passent quand même par revisiter, par exemple, la régulation des marchés financiers, parce que si on ne veut plus que les marchés financiers prennent la place de Dieu, ben, il faut bien les réglementer. Et c'est tout à fait faisable, contrairement à ce que racontent certains bon, économistes qui disent, voilà, en fait c'est comme le monstre de Frankenstein, c'est devenu tellement compliqué qu'on ne peut plus rien faire. Ça n'est pas vrai, ça j'y crois pas du tout. Réinstaurer l'état de droit, réinstaurer l'égalité de tous devant la loi et un impôt fiscal, enfin un impôt qui vraiment soit progressif. Voilà. Et l'Institut Rousseau a fait des propositions dans cette direction, hein. J'ai fait une proposition avec quelques collègues sur ce qu'on appelle l'impôt ABC, qui est, on pourra en reparler si vous voulez, hein, qui est une manière qui serait une manière en fait de remettre à plat complètement le système d'imposition français pour le rendre vraiment progressif. Et puis troisièmement, mettre fin à l'absolutisation de la propriété privée. Et ça, je crois que c'est un enjeu absolument colossal pour nous aujourd'hui, parce qu'une bonne partie de la crise ou de la polycrise écologique dans laquelle nous sommes déjà engagés provient, à mon avis, du fait que nous ne pensons plus les limites de la propriété privée. Je vous donne quelques exemples. Aux États-Unis, si je suis propriétaire de mon jardin, je suis également propriétaire du sous-sol de mon jardin. Si dans ce sous-sol, il y a du pétrole, personne n'a le droit de m'empêcher d'extraire ce pétrole du sous-sol et donc de continuer de détruire le climat. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on met des limites à la propriété privée pour dire oui, ben, vous n'avez pas le droit de tout faire avec ce dont vous êtes le propriétaire. Vous reprenez les thèses de Proudhon, hein, c'est la propriété, c'est le vol. Alors, pas tout à fait. Vous voyez, je ne dis pas la propriété, c'est le vol. Et donc, l'enjeu n'est pas d'abolir la propriété privée. L'enjeu est d'y mettre des limites et d'entrer dans un discernement politique pour dire où mettons des limites à la propriété privée. Et arrêtons de l'absolutiser comme si la propriété privée était l'alpha et l'oméga des relations sociales. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la propriété privée qui fonde le lien social. Ça, c'est fondamental, je crois. Et donc, si on veut... Autre exemple. Tous les débats qu'on a aujourd'hui sur le fond des océans, vous savez qu'on a la technique maintenant aujourd'hui pour aller exploiter les fonds des océans. Est-ce qu'on en fait des communs globaux qui vont être gérés par l'ensemble, disons, de la communauté internationale, ou est-ce qu'on les privatise? Bon, c'est ça l'enjeu fondamental de l'avenir de notre planète et donc accessoirement aussi de notre humanité. Surtout, l'océan est un très bon exemple parce que l'océan est hors loi. Enfin, il y a Alors, voilà, la loi de la mer est tout à fait, voilà. un code très particulier qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le code civil. Il n'y a pas de code civil voilà, qui n'est pas le droit terrestre. national. Oui, tout à fait, voilà, exactement. Et donc là, il y a un vide juridique, donc il y a un enjeu. Bon, même chose pour l'espace. Est-ce qu'on va privatiser l'espace? Bon, bon. Et donc, la proposition que je fais dans cet ouvrage, c'est de dire, face à cette nécessité d'inventer un nouveau type de droit qui permet de protéger les communs auxquels nous tenons. Par exemple, le fond des océans. Par exemple, l'Amazonie. Hein, je redis ça. J'étais en Amazonie, j'ai eu la chance d'aller en Amazonie l'été dernier. J'étais invité par les Sarayaku, population indigène en Équateur, au sud-est de Puyo. Et donc, on a pris la pirogue, voilà, et on s'est engagé dans la forêt. Expérience extraordinaire pour moi. J'avais jamais vécu une semaine comme ça dans la jungle. Bon. Nous sommes l'Amazonie, vous et moi. Ce que je veux dire par là, c'est que un verre d'eau sur 5 que je bois dans la journée provient de la transpiration des grands arbres d'Amazonie. Une bouffée d'oxygène sur 5 que j'aspire dans la journée provient de ce qui est produit par les arbres d'Amazonie. Et donc, par la photosynthèse. Par la photosynthèse, oui. Et donc, mon corps et votre corps sont nourris tous les jours, au moins pour 1/5, si je puis dire, par l'Amazonie. Donc, en fait, ce n'est pas du tout exagéré de dire nous sommes l'Amazonie. Comment est-ce qu'on protège l'Amazonie aujourd'hui? Sachant qu'on en est à 18-19% de déforestation de l'Amazonie et qu'on sait qu'à 25, en gros, l'Amazonie deviendra une savane quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on va passer à ce qu'on appelle un tipping point en anglais, un point de non-retour, un seuil critique, au-delà duquel l'Amazonie devient une savane. Si l'Amazonie devient une savane, je n'ai plus, il me manque un verre d'eau sur 5 tous les jours, pour tout le monde. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on... Aujourd'hui, on se donne le droit international pour protéger l'Amazonie, ce qui veut dire mettre des limites à la propriété privée, par exemple des entreprises minières qui détruisent aujourd'hui l'Amazonie, mais aussi une limite à la souveraineté de l'État, puisque aujourd'hui, si vous avez un pays comme le Brésil, quand il est dirigé par Bolsonaro, au hasard, qui refuse d'intervenir pour protéger la forêt qui brûle à cause des méga incendies qui s'y déclenchent maintenant tous les étés, au nom de quoi la communauté internationale pourrait-elle obliger le Brésil à prendre soin de la forêt?
Alors, c'est probablement qu'il faut qu'en vérité, la communauté internationale se mobilise elle-même. Hein. C'est le grand problème de Yatsouni en Équateur, hein, et du fait que lorsque l'Équateur a proposé de ne pas détruire le hotspot de biodiversité qui s'appelait Yatsouni, l'Équateur a demandé que la communauté internationale lui reverse une partie du manque à gagner. Bon, et en fait, nous ne l'avons pas fait. Donc la communauté internationale n'a pas assumé sa responsabilité. Voilà. Mais vous voyez, face à tout ça, moi je crois qu'il nous faut une inventivité, une créativité institutionnelle extraordinaire. C'est ça le grand défi de nos sociétés dans les années qui viennent, c'est inventer de nouveau des manières de faire société, du droit, de la gouvernance, admettons, qui nous permettent de prendre soin de nos communs. L'Amazonie, les fonds des océans, mais on pourrait penser aussi à la santé. Hein, on a vu pendant la pandémie de la Covid-19 que privatiser la santé, privatiser le vaccin, ce n'est pas la solution. Parce que les plus déshérités n'auront pas les moyens de se payer le vaccin s'il n'est pas donné. Et donc le virus va continuer de pulluler. Et donc même ceux qui sont vaccinés vont affronter des mutants du virus, de sorte que leur vaccin qu'ils auront payé sera inefficace. Bref, la santé aussi est un commun global. Bon. Pour avoir cette créativité-là, la thèse que je défends dans ce livre, c'est qu'on a besoin de ressources spirituelles. L'enjeu est en fait énorme, il est fondamental, anthropologique, ce n'est pas juste un problème technique. Et donc, le christianisme est une ressource spirituelle parmi d'autres pour affronter ces défis et Oui. surtout. Quand vous dites spirituel, c'est pas religion. Non, c'est pas Hein, forcément vous faites religieux, une tout à fait. différence. Hein, Voilà. ça. Disons, on pourrait dire la spiritualité au sens de la Alors qu'on vie a l'impression intérieure. qu'en ce moment, le sujet, c'est la confrontation des religions, quoi. Alors, ça, c'est une question qui est liée, mais qui n'est pas immédiatement tributaire de ce que j'essaie de dire. Hein. C'est-à-dire, les grandes religions ont elles-mêmes, disons, un trésor, un terreau spirituel qui va bien au-delà de la question aujourd'hui, qui est en fait une question politique, d'instrumentalisation de telle ou telle doctrine religieuse à des fins stratégico, militaro, diplomatiques. Voilà. Économique. Et économique aussi, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, voilà. Donc, la grande thèse de ce livre-là, c'est le christianisme peut être une de ses ressources spirituelles, à condition que lui-même fasse un peu l'inventaire de sa propre contribution au désastre écologique et de la manière dont, malgré tout, il a les ressources pour alimenter la créativité institutionnelle dont nous avons besoin pour prendre soin de nos communs. Oui, parce qu'on pourrait quand même vous dire qu'il y a des pays, dont les États-Unis notamment, qui ont dans leur constitution et qui votent sur la Bible et qui ont dans la constitution quand même une référence au christianisme. Oui, c'est vrai. Alors, cela dit, bon, comme vous le savez, hein, le protestantisme, dans sa version, disons, luthérienne ou anglicane à l'origine, est en train de disparaître aux États-Unis, est en train de s'effondrer, les temples sont vides. Et ce sont les évangélistes qui Voilà, prennent ce le sont les pouvoir. évangélistes qui continuent de prospérer. Donc on peut plus dire aujourd'hui, je crois, que la société américaine, alors c'est compliqué parce que la société américaine est tellement variée, diverse, vous y trouvez de tout, et donc toute proposition générale sur les États-Unis a toutes les chances d'être fausse, mais je crois qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, en tout cas certainement pas, que entre guillemets, les élites américaines sont animées par un ethos protestant profond. Ça n'est pas vrai, ça n'est plus vrai malheureusement. Et donc les États-Unis malheureusement ne sont plus un contre-exemple à ça, au contraire. Pourquoi vous dites que ça n'est plus vrai malheureusement? Parce que vous pensez que s'ils avaient toujours un fond protestant, ils se comporteraient mieux? Disons, oui, vous aviez, après la Seconde Guerre mondiale, enfin pendant les 30 premières années qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale, un véritable ethos, qui lui-même a ses limites, hein, qu'on pourrait discuter, mais qui faisait que tout n'était pas permis et en particulier le cynisme le plus crasse, post-libéral, n'était pas de mise, disons à Washington et à New York à l'époque. Ouais. Je vais revenir sur les communs parce que Ouais. c'est un concept qui est apparu assez récemment finalement. On a vu dans le monde du numérique, beaucoup de gens se sont emparés de cette idée-là. Le commun, c'est pas le bien commun. C'est une vraie différence. Ouais. C'est-à-dire que les institutions aujourd'hui s'occupent du bien commun. Mhm. Et vous parlez aujourd'hui du commun, et le commun, c'est comment je respire, comment je Mhm. bois de l'eau. Alors nous, on s'en rend pas compte, mais l'eau, c'est quelque chose. Il y a des pays où il faut faire 10 km pour accéder à l'eau. Nous, on ouvre un robinet. Donc ça nous semble complètement magique, même plus magique, normal. Mhm. Euh,
Et donc, comment les institutions, on les fait passer de la notion de bien commun à protéger les communs? Alors, c'est une énorme question. Donc, je reprends chacun des termes de ce que vous venez de dire. Les biens communs, le bien commun. Donc, le bien commun, en fait, ça, c'est un concept qui nous vient directement du Moyen-Âge et qui est lui-même héritier, disons, de la philosophie grecque, Platon, Aristote, pour aller très très vite. Et ça suppose une conception substantielle, pour utiliser un pseudo-synonyme, de l'intérêt général. Donc, le bien commun, ça veut dire que je sais ce qui est bien pour vous et pour moi. Je suppose que nous avons un consensus là-dessus et nous créons des institutions qui sont en charge de le mettre en œuvre. Et ça, on l'obtient par la démocratie, par exemple. Alors, justement, la démocratie, c'est le renoncement à prétendre que je sache à l'avance ce que c'est que pour nous deux le bien commun, et c'est la mise en œuvre de procédures et de règles qui vont permettre, a priori favoriser le fait que la conversation entre nous aboutira à une décision qui va servir l'intérêt général. Vous voyez. Mais donc, il faut faire attention que vous avez d'un côté une vision substantialiste, disons, de ce qui est bon pour nous tous, et on pourrait appeler ça le bien commun, et vous avez un débat, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est que le bien commun. Et puis, vous avez une autre vision, disons, plus procéduraliste, qui est plutôt, disons, celle de Kant, d'une certaine manière, au XVIIIe, et puis, de manière privilégiée, celle d'un auteur américain comme John Rawls, depuis 1970-71, et sa théorie de la justice, qui dit, au fond, je ne sais pas ce que c'est que le bien commun, en revanche, nous allons mettre en œuvre des règles qui nous permettront d'atteindre quelque chose qui tiendra lieu de bien commun. Bon. Si on réfléchit 3 minutes, on voit que la distinction entre les deux est en réalité poreuse et elle nous demande à être inquiétés parce que les règles elles-mêmes sont tributaires d'un certain nombre de valeurs et de préconceptions du bien commun. Bon. Et donc, il n'y a pas de règles qui soient neutres. Et donc, dans la manière dont je construis les règles, déjà, en fait, je suis en train de distiller une certaine préconception du bien commun. Et donc, en réalité, il y a un va-et-vient à opérer constamment entre nos préconceptions du bien commun, les règles que nous mettons en œuvre, etc. Bon. L'interprétation de ces règles. Et l'interprétation de ces règles. Voilà. Les communs, c'est autre chose. Les communs, on pourrait dire un point de départ pour comprendre le rôle qu'ils ont à jouer, d'après moi, dans notre société. C'est une catégorie juridique parmi d'autres. Et l'origine des communs, c'est la res communis dans le droit justinien, le droit classique romain, antique, qui met d'un côté la res privata, la chose privée, donc ça on connaît bien, la propriété privée, la res publica, la chose publique, disons la propriété publique, et puis la res communis. En fait, la res communis, c'est ce qui n'appartient à tout le monde, ce qui n'appartient à personne, parce que ça appartient à tout le monde. Par opposition à une quatrième catégorie, qui est la res nullius. La res nullius, par exemple, pour les Romains, c'est une île déserte qui n'a encore été conquise par personne. Donc celle-là, elle est en attente d'un propriétaire. Le premier qui pose le pied dessus devient le propriétaire. Et à ce moment-là, elle perd son statut de res nullius. C'est là où nous, on lutte tous en commun pour que personne n'aille exploiter l'Antarctique. Voilà, par exemple. Donc voilà, la conversation qu'on avait il y a 3 minutes sur les fonds des océans, ou l'Antarctique, ou bien certaines zones de l'espace, c'est typiquement un problème qui, pour les Romains, se reformulerait en termes de res nullius versus autre chose. Et donc la grande question, c'est est-ce que les rares res nullius qui nous restent, res nulli qui nous restent, on va en faire de la res privata, la chose privée, ou est-ce qu'on va en faire, par exemple, de la chose commune, de la res communis. Voilà. Et donc vous voyez que, en fait, les communs, et d'abord il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, c'est une catégorie juridique, ce n'est pas une conception du bien commun. Maintenant, là où moi je prends position dans mon livre, c'est de dire, en fait, quelle que soit notre conception du bien commun, nous devrions promouvoir les communs. Ça devrait faire partie de notre conception du bien commun. Voilà. Et donc, vous voyez que je mets en relation les deux, mais ça n'a rien d'évident. Enfin, je veux dire, Elinor Ostrom, qui est la grande politologue américaine qui a eu le prix Nobel en 2009 pour avoir beaucoup travaillé sur les biens communs, ne parle pas, à ma connaissance, du lien entre les communs, the commons ou common goods en anglais, et le bien commun dans la tradition aristotélicienne. Ce n'est pas son sujet. Vous voyez. Voilà. Moi, je fais le lien en faisant attention que dans la période moderne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je ne peux plus prétendre savoir à votre place ce qui est le bien commun pour nous deux. Vous voyez. Je suis obligé, par respect pour vous, d'entrer dans une démarche de conversation avec vous, conversation démocratique, sur ce sur quoi nous allons nous mettre d'accord comme étant pour nous le bien commun. Et mon pari, c'est que nous tomberons d'accord sur le fait que nous avons besoin de promouvoir les communs. Vous voyez. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette dynamique-là que la question de la création d'institutions qui vont en prendre soin se pose. Alors j'arrive à la fin de votre question. Comment est-ce qu'on permet à nos institutions de se transformer pour prendre soin des communs? Alors là-dessus, au fond,
Plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est au niveau, disons, local ou régional, ça se fait déjà partout. Euh, je pense à la fin du 19e, autour de Saint-Étienne, les jardins Volpette, si vous en avez entendu parler, qui étaient des jardins mis en place par le père Volpette, voilà, pour les ouvriers, qui du coup avaient accès à des légumes pour améliorer l'ordinaire à la maison. Bon, ça, c'est des jardins partagés, c'est du commun. Bon. Une ville, c'est du commun. Qu'est-ce qui distingue une ville de la campagne? C'est que dans une ville, vous avez toute une série de services qui sont mis à la disposition de tout le monde et qui sont en commun. Lorsque j'utilise le vélo, le Vélib ou le Vélove que je peux prendre dans une grande ville pour me déplacer, donc juridiquement, c'est une propriété privée, c'est la société privée qui a produit ce vélo, mais qui me vend en fait le droit d'usage de ce bien. Et donc là, on est déjà en train de démanteler la propriété privée entre ces trois composantes, telles que les théologiens grégoriens les ont conçues: l'usus, le droit d'usage; le fructus, le droit de le faire fructifier; et l'abusus, le droit de le détruire. Et donc ce que me vend la société privée qui a construit le vélo, c'est le droit d'usus pendant un certain temps. Voilà. D'une certaine manière, le leasing fonctionne un petit peu de la même manière, ce que fait Michelin depuis des années avec ses pneus. Bon. Et donc, toutes ces innovations juridiques-là vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'elles consistent à dire, au fond, ce qui compte, ce n'est pas la propriété privée, mais c'est le droit d'usage, et c'est un droit d'usage partagé. Blablacar fait la même chose, Airbnb fait la même chose. Alors, de manière extrêmement ambiguë, hein, Oui, Airbnb, parce qu'il y a quand même des limites. bien On sûr, sait qu'ils tout à prennent fait. nos données, que, Oui, enfin, tout à voilà, fait. Donc, la question, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas une reprivatisation subreptice derrière la mise en commun, qui voilà, est en cours quand même. qui est en cours, pas partout, mais c'est un vrai danger, c'est une vraie menace sur laquelle j'alerte beaucoup dans le livre, qui est de dire les communs, c'est fragile. Et si on n'y prête pas garde, il y a deux dérives possibles: la reprivatisation ex post, voilà, malheureusement, et puis l'autre, c'est la tribalisation, c'est-à-dire le commun n'est plus ouvert à tous, mais il est destiné à une tribu, ma tribu, mon clan, ma famille, mon quartier, ou bien Alors, le l'académie. communautarisme, Voilà, ça exactement. revient à faire de Exactement. la privatisation pour un groupe. Alors, oui, mais pour un groupe. Et Ouais. donc, voilà. Et c'est vrai, en ce sens-là, vous avez raison, que la propriété privée, en général, très souvent, malheureusement, est mise au service d'une tribu. Et donc, contribue à la tribalisation. Voilà. Alors, au niveau régional, ça existe quand même déjà beaucoup. Voilà. Maintenant, la grande question pour nous, c'est les communs globaux. La santé, les fonds des océans, etc. Et donc là-dessus, je donne un exemple qui est DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une magnifique plateforme qui a été construite par des médecins français il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant à Genève, en Suisse, et qui s'occupe de fournir des thérapies contre les maladies négligées par le secteur pharmaceutique privé. Exemple, l'hépatite C en Égypte, puis dans un certain nombre d'autres pays, la Malaisie, si je ne me trompe pas, ou l'Indonésie, qui sont ravagés par l'hépatite C, et DNDi fournit des thérapies très bon marché, 300, 400 $, contre 2000 ou 3000 € en Europe. Comment ils font ça? Et c'est un vrai miracle. Bon, comment font-ils ça? En fait, ils ont organisé une plateforme de discussion, et là on retrouve, vous voyez, l'importance de la discussion démocratique, entre trois acteurs centraux qui d'ordinaire ne se parlent pas, sinon pour se faire la guerre, qui sont le secteur privé, Big Pharma, le secteur public, les États souverains, et puis la société civile, les ONG, en particulier des ONG de développement ou des ONG humanitaires. Au lieu de se faire la guerre et d'essayer constamment en fait de rogner ou de marcher sur les plates-bandes de l'autre, ces trois grands acteurs apprennent à discuter ensemble et à collaborer ensemble pour produire ces thérapies. Alors on pourrait dire, mais au fond, pourquoi est-ce que le secteur privé ne le fait pas tout seul? La réponse, parce qu'en fait, les personnes qui souffrent par exemple de l'hépatite C, malheureusement, dans ces pays-là, sont trop déshéritées pour constituer un marché intéressant et lucratif pour Big Pharma. Deuxième question, mais alors pourquoi Big Pharma consent quand même à collaborer avec des États et des ONG pour produire les molécules qui vont bien pour lutter contre ces maladies négligées par le secteur privé? Réponse, parce que Big Pharma a compris que la recherche rendue possible par cette collaboration triangulaire va permettre d'identifier des nouvelles propriétés, de nouvelles molécules qui auront des retombées intéressantes, des externalités pour Il parler y aura de... une rentabilité future. Voilà, une rentabilité future pour d'autres usages. Voilà. Et donc, si on parle le lexique des économistes, ça veut dire qu'il y a des externalités positives dont Big Pharma va pouvoir bénéficier
et en fait, auquel elle n'aurait pas accès si elle se contentait de faire uniquement ce qui rapporte pour le business usuel. Oui. Oui, mais alors sur des sujets plus larges, Ouais, je sais pas, par exemple la pollution de l'air, ouais, donc la qualité de l'air, ouais. on sait, et vous l'avez dit, que la planète, ça tourne autour de la planète et que donc une pollution dans le centre de la Chine peut toucher l'air de pays occidentaux qui, eux, font très attention à ne plus polluer. Et donc comment on arrive à gérer cette problématique planétaire universelle de commun universel? Oui, bah, c'est le même problème que pour l'Amazonie ou pour la santé. Voilà. Et donc ça pose la Parce question. qu'on voit bien que l'ONU, alors l'ONU arrive à faire la paix, enfin on espère, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que Oui, bien les sûr. institutions internationales ont peu de pouvoir sur l'ensemble de la Tout à planète. fait. Et donc, le gros enjeu du 21e siècle, selon moi, c'est comment est-ce qu'on crée des institutions internationales qui vont favoriser cette collaboration, cette coopération. Euh, Même sur le climat, aujourd'hui, les États-Unis et la Chine ont compris qu'ils ont tout intérêt à collaborer, surtout sur le climat. Et donc, moi, je crois que finalement, la plupart des États savent cela et que c'est possible, en vérité, de construire ces institutions. La difficulté, c'est que les grandes institutions déjà existantes, héritières au fond de la Seconde Guerre mondiale, je pense aux Nations Unies, un peu plus tard l'OMC, etc., sont très discréditées auprès des pays du Sud, hein. Les BRICS, Brésil, Inde, etc., aujourd'hui tentent de s'autonomiser vis-à-vis des grandes institutions internationales parce qu'elles soupçonnent ces grandes institutions internationales, les Nations Unies au premier chef, d'être essentiellement au service de l'Occident. Et si on est un tout petit peu lucide, c'est quand même difficile de leur donner tort. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine ou avec Gaza, par exemple, malheureusement, continue de leur donner raison. Et donc, là, il y a un véritable enjeu pour les Occidentaux de renoncer à notre arrogance spontanée et de consentir à entrer dans un véritable dialogue. Alors, comment ça se passe concrètement? Par exemple, il y a sur la table aujourd'hui des réformes de la gouvernance interne du FMI qui permettraient à un certain nombre de pays du Sud global, le Global South en anglais, par exemple la Chine évidemment, d'avoir beaucoup plus voix au chapitre que ça n'est le cas aujourd'hui à l'intérieur des décisions, enfin dans le domaine des décisions prises par le FMI. Évidemment, si on fait ça, ça veut dire que la voix américaine ne sera plus prépondérante. Bon. Et donc il y a un deuil à faire de la part des États-Unis, qui est d'être à la fois les patrons et les gendarmes de la totalité de la planète. Si on veut entrer dans un dialogue authentique et sincère avec les pays du Sud, il faut renoncer aussi à ces positions, disons, ultra privilégiées qui étaient les nôtres, à une époque où nous étions ceux qui dictaient les règles du jeu et qui gagnions la partie à chaque fois. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. Autre exemple, je parlais tout à l'heure de la spéculation sur les actifs financiers dérivés sur les commodities, donc le blé, par exemple, le riz, etc. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à Genève, aujourd'hui, euh, qui est en charge, au fond, de penser la régulation du commerce international, ne peut rien dire sur la financiarisation des commodities parce que la finance ne fait pas partie du périmètre sur lequel l'OMC a autorité. Et donc, au fond, pourquoi? Parce que l'OMC a été pensé à une époque où, disons, le marché international des biens agricoles, par exemple, n'était pas encore financiarisé. Mais aujourd'hui, il l'est. Le prix du blé ou du riz au niveau international n'est plus vraiment dicté par l'offre et la demande de blé ou de riz, spot, sur le marché spot, mais par les mouvements de capitaux sur les actifs dérivés sur le blé ou sur le riz. Autrement dit, par la spéculation financière. Bon. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un dialogue avec les pays du Sud, qui sont les premiers concernés par le cours international de ces marchandises, on redonne à l'OMC une autorité, une légitimité pour réguler la sphère financière sur les commodities. Et ça, on ne va pas le faire depuis un bureau à Washington, ou à Paris, ou à Berlin, ou à Londres, mais en dialogue avec le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, le Mexique, etc. Voilà. Donc c'est ça le gros enjeu. Évidemment, si on rate ce défi-là, bon, c'est la Troisième Guerre mondiale par morceaux, pour reprendre l'expression du pape François, elle a déjà commencé. Mais moi, je reste confiant. J'ai l'espoir, en tout cas, qu'il y a vraiment une alternative à cette catastrophe, qui est une véritable concertation internationale. Tout le monde a tout à y gagner. Et est-ce que ça doit s'accompagner, par exemple, d'une monnaie commune ou de choses comme ça? Parce que finalement, on a l'impression que les concurrences et les conflits sont liés à j'ai de l'énergie, tu n'en as pas, ma monnaie est plus forte que la tienne, etc. On a vraiment Mhm. l'impression que c'est de ce niveau-là. Et donc, si finalement on arrivait à lisser toutes ces parties-là de l'économie et de la vie humaine, on aurait moins de soucis. Oui, alors
Enfin, sans parler de, on reviendra à l'or, par exemple, mais de toute façon, l'or, il n'y en Non, a pas non, non, partout au non. même moment. Donc, Alors ça, c'est absolument voilà. impossible. Et je pense que c'était une très bonne chose en 1971 d'avoir mis fin à l'étalon or, donc d'avoir décidé, c'était une décision unilatérale. Ça, c'était un peu dommage, pas très concerté. Mais bon, c'était une bonne décision de ne plus exiger que la création monétaire ait comme soubassement un actif réel qui s'appelle l'or. Lié au dollar. En Oui, plus. lié au dollar, C'est oui, qu'il y c'était avait ça. deux niveaux quand même. Oui, oui, bien sûr, mais comme tout le monde était en change fixe avec le dollar, ça revenait à dire que toutes les monnaies étaient calées sur l'or. Bon. Donc ça, c'est absolument impossible aujourd'hui, et je ne suis pas du tout favorable à ceux qui pensent qu'il faudrait absolument un actif réel pour donner du sens à la monnaie. La monnaie n'a pas besoin d'un actif réel, la monnaie est une promesse de création de richesse, mais on pourra y revenir si vous voulez. Bon, pour revenir un tout petit peu à la question antérieure, disons, le gros enjeu quand même, à mon avis, hein, des années et des décennies qui viennent, c'est la possible dédollarisation de l'économie mondiale. Elle est tout à fait possible, et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, euh, comment dire, nous a fait traverser une étape supplémentaire dans cette direction, à la faveur des sanctions qui ont été infligées à la Russie et qui n'ont pas marché. Le fait que la Russie ait été exfiltrée du système SWIFT fait qu'aujourd'hui, les pays des Sud ont compris qu'on peut survivre hors du système de paiement Il y a eu international d'autres SWIFT. routes qui ont été prises. Voilà. D'autres routes, la Russie en fait s'était préparée, avait déjà le système international numérique de paiement, notamment avec la Chine, bon, qui lui a permis de continuer de respirer alors que nous étions en train d'étrangler du côté de SWIFT. Bon. Donc ça veut dire que l'autonomisation d'un certain nombre de pays qui ne sont pas des pays occidentaux vis-à-vis du dollar devient une possibilité réelle. Alors, elle n'a pas lieu aujourd'hui. Il y a une petite, disons, faiblesse du dollar, mais qui est très relative. Le dollar reste aujourd'hui la monnaie prépondérante, la devise internationale prépondérante. Mais techniquement, on est en train de prendre conscience du fait qu'il devient possible à un horizon de quelques décennies qu'on assiste à une dédollarisation de l'économie mondiale. Alors ça va poser la question à laquelle vous faisiez allusion, d'une monnaie commune, d'une devise commune. Si on ne On veut va pas... revenir à Keynes et le Bancor. Oui, alors moi je pense que, de toute façon, c'est très clair que le plan de Keynes était excellent. C'était pas simplement un Bancor, c'était aussi une régulation du commerce international de manière que ceux qui ont un surplus soient pénalisés autant que ceux qui ont un déficit, hein, de manière à permettre à tout le monde d'avoir des échanges équilibrés. J'ai fait des propositions il y a longtemps, déjà il y a plusieurs années, en faveur d'un DTS vert. Nous avons déjà une devise Droit internationale, de tirage spéciaux. voilà, qui s'appelle les droits de tirage spéciaux du FMI. On pourrait très bien imaginer qu'une véritable concertation internationale, en particulier avec les pays des Sud, ceux que j'ai déjà nommés, les BRICS, permette d'aboutir à un accord sur la création de DTS verts destinés à favoriser des projets verts, des projets de la bifurcation écologique. Ça, ce serait une très très bonne idée, bon, pour laquelle j'ai déjà plaidé depuis longtemps. Et ça, ce serait une manière d'honorer ce que vous suggérez, c'est-à-dire une monnaie commune, d'une certaine manière, qui appartiendrait à tous, qui serait émise par le FMI, mais un FMI dont la gouvernance aurait été revisitée de manière à donner vraiment voix au chapitre aux pays des Sud. Alors, comme vous êtes mathématicien, vous savez que vous avez plein de personnes dans le monde qui peuvent penser comme vous, c'est-à-dire qu'on peut organiser le monde avec les maths, mais on peut aussi sauver le monde avec la science. Ouais. Et donc, tout ce que vous êtes en train de dire aura aussi comme adversaire les gens qui pensent que, de toute façon, à un moment, la science va nous sauver. C'est-à-dire que les émissions de CO2, on va trouver comment les capter, et tout va revenir dans l'ordre. Oui, alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que ça, c'est un techno-optimisme tout à fait irresponsable, Mais qui est très présent encore. Hein. qui est très présent chez un certain nombre de gens, alors pour un tas de raisons, dans le détail desquelles on pourrait entrer, mais le point de fond, c'est de comprendre que même la science s'interprète et qu'il n'y a pas d'activité humaine qui nous fasse sortir de ce qu'un philosophe français protestant appelait le cercle herméneutique, je pense à Paul Ricoeur. Autrement dit, même une démonstration de mathématiques a besoin d'une interprétation. Il y a un certain nombre de résultats en mathématiques, alors on ne va pas rentrer dans le détail technique ici, mais qui se démontrent de 5, 6, parfois 10 manières différentes, avec 10 démonstrations qui n'ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Chacune de ces démonstrations relève en fait d'une interprétation très originale du même théorème, du même résultat. Je pense par exemple au théorème de l'indice d'Atiyah-Singer, pour ceux qui connaissent. Et donc ça veut dire que même en mathématiques, on interprète. C'est fondamental d'interpréter une formule, une équation.
Bon. Autrement dit, ce n'est pas vrai du tout que la science soit un discours qui nous économiserait le travail d'interprétation collective. Et ça, c'est fondamental et ça rejoint un petit peu ce que je dis dans ce livre, hein. J'essaie de faire valoir qu'on a différents régimes de discours qui sont, disons, le statut herméneutique des règles que nous nous donnons pour administrer ou gérer une ressource. Vous avez un statut public qui est le fantasme qu'on pourrait édicter ou prononcer un discours dont le sens serait universel, obvi, univoque et s'imposerait à tous sans délibération. Au fond, ça, c'est la fiction que nous entretenons quand nous édictons une loi. Et que tout le monde le comprendrait de la même manière. Voilà, tout le monde le comprendrait de la même manière. Voilà. Et alors, c'est vrai que le code de la route, vous n'êtes pas censé l'interpréter. Si vous brûlez un feu rouge, vous n'allez pas dire à l'agent qui vous verbalise: ah, mais monsieur l'agent, non, dans mon interprétation à moi, c'était orange, c'était pas rouge. Voilà. Bon. Alors, ça se dit beaucoup. Hein, oui, je sais bien. Donc, c'est la preuve qu'en fait, même le code de la route s'interprète. Mais en fait, tous les juristes et tous les avocats savent bien que le droit, on passe son temps à l'interpréter. Hein. L'exercice de la justice, c'est un exercice herméneutique par excellence. Bon. Et donc, vous avez le discours public qui est cette fiction-là. Les mathématiques, la science ne sont pas du discours public, contrairement à ce qu'une certaine, disons, vision extrêmement naïve de la science croit. Deuxièmement, vous avez, disons, un statut herméneutique qui est tribal, qui est ce qui est dit ne vaut que pour ma tribu, exactement comme les biens tribaux, et ne s'impose qu'à ma tribu, et son sens m'est donné par la tradition, ou bien par ceux qui sont autorisés à interpréter d'après la tradition. Et donc, par mes croyances. Oui, mais mes croyances, les croyances dont j'ai hérité et que je ne suis pas autorisé à remettre en cause par la délibération. Regardez par exemple le système des castes en Inde. Bon, il est imposé, disons, par une certaine religion qui impose elle-même une certaine hiérarchie sociale. Bon, et c'est hérité prétendument de la tradition, et ça n'est pas négociable. Pour un hindou, il ne peut pas remettre le système des castes en cause. Et par exemple, Ambedkar, le fondateur au fond et l'écrivain de la constitution indienne, a fini par quitter l'hindouisme et devenir bouddhiste, tellement il était en désaccord avec le système des castes, sachant que lui-même était intouchable. Bon. Donc ça, c'est un régime herméneutique tribal. Et puis vous avez, bon, le régime privé, je l'évacue très vite, parce qu'un langage purement privé, en réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce serait une langue que je serais seul à parler et avec laquelle je ne m'adresserais qu'à moi-même. Bon. Et puis, quatrième catégorie, le statut commun. Ça veut dire que le sens de ce que j'écris n'est pas univoque, a une visée universelle quand même, potentiellement il s'adresse à tous, mais modulo un vrai travail de délibération collective sur son sens et sur son interprétation, qui peut être remise en cause à tout moment par des règles qui sont éventuellement elles-mêmes édictées par le texte en question. Ça, au fond, alors ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que c'est le statut des Écritures saintes, de la Bible, c'est un commun herméneutique, mais c'est aussi le statut de tous les textes les plus importants qui nous concernent. Le droit, au fond, c'est une série de communs herméneutiques qui vivent de la fiction qu'ils sont une loi publique. Voilà. Et on a besoin à la fois de cette fiction, du comme si c'était du public, et en réalité de bien comprendre qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'interprétation du droit. Voilà. Alors, pourquoi je vous racontais tout ça? Pour vous dire que la science ne va pas nous sauver sans qu'il y ait une délibération sur l'interprétation de la science. Et cette délibération, c'est une délibération politique. Et donc, vous voyez, le techno-optimisme, en fait, voudrait court-circuiter la délibération politique pour nous dire il y a une solution qui s'impose, c'est par exemple d'envoyer une petite élite sur Mars. Voilà. Ou bien si vous pensez à l'excellent film Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio, etc. Donc vous avez un technophile complètement cinglé qui veut empêcher le météorite qui va heurter la planète Terre d'arriver dans l'atmosphère en allant le désintégrer à l'avance. Bon. Et évidemment, ça échoue. Et en fait, ce que cet imaginaire-là véhicule, c'est nous avons des solutions techniques qui, de manière préférentielle, pourraient être mises en œuvre par le secteur privé, qui nous économisent, nous exonèrent du débat politique, du débat démocratique, et qui font ce court-circuit. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a une épistémologie de la science extrêmement naïve qui croit que la science ne s'interprète pas. Mais en vérité, elle s'interprète. Gaël Giraud, je reviens sur l'économie qui pourrait finalement être, au-delà de la science, qui pourrait être ce qui nous sauverait de cette destruction du monde ou de ce monde qui va mal. On voit par exemple les milliardaires américains, Jeff Bezos en premier lieu, qui essaie d'inventer des solutions. Alors lui, sa solution, elle est étonnante. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut sortir les hommes de la planète et les mettre en orbite
en orbite basse, le temps que la planète se régénère toute seule. Vous en pensez quoi, finalement, si eux, ils ont l'argent et les idées? Alors, moi, je pense que c'est bien que les milliardaires se soucient de l'humanité. Le risque, c'est le techno-optimisme dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire que ces idées-là ne passent pas par le filtre d'une délibération politique, démocratique, où nous soyons tous impliqués et où nous ayons tous notre mot à dire. Si c'est une solution qui nous est imposée d'en haut par quelques ingénieurs et quelques milliardaires inspirés, c'est dangereux. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que les idées de Jeff Bezos sont mauvaises, pas du tout. Ça veut dire qu'elles doivent elles-mêmes circuler dans le débat démocratique et pouvoir être appropriées, discutées, remises en cause, etc. Voilà, c'est ça l'enjeu fondamental. Mais on a l'impression que, en fait, on confond les moyens et le fond. C'est-à-dire que eux ont les moyens de le faire. Oui, On a besoin que les institutions n'y arrivent pas. Donc ils y vont, ils avancent. C'est le côté start-up, quoi. Mais oui. par contre, ils réfléchissent pas. Enfin, ils réfléchissent après. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, moi, je connais un tout petit peu l'équipe Bezos. Ils font un travail magnifique. Andrew Steer, que je connais très bien, qui était le patron du World Resources Institute, qui est maintenant le patron du fonds Bezos à Washington, est un homme remarquable. Donc, je dirais pas ça. Je pense qu'ils font un vrai énorme travail. Ils sont un petit peu, comment dire, démunis face à la médiocrité du débat politique. Je pense qu'ils sont les premiers catastrophés par l'idée que Trump puisse être réélu aux États-Unis. Bon. Et du coup, ils essayent de faire leur part, mais ils peuvent pas tout. Et je suis certain qu'une équipe comme celle de Bezos serait ravie de pouvoir alimenter le débat démocratique et de servir, de mettre sur la table de la discussion les idées que le fonds Bezos est en train de promouvoir. Je n'ai pas de doute là-dessus. Ce n'est pas forcément le cas de tous les milliardaires, mais l'équipe de Bezos que je connais, ça, j'en suis assez convaincu. Voilà, donc je redis, c'est très bien qu'ils aient des idées, c'est très bien qu'ils se préoccupent de l'humanité, et ces idées elles-mêmes doivent pouvoir circuler et être remises en cause, discutées, promues éventuellement par le débat démocratique. Est-ce que l'économie, le développement économique, la croissance, c'est l'ennemi de notre avenir? Alors, c'est un sujet compliqué. Le développement économique, c'est pas forcément la croissance du PIB. Donc, je redis rapidement ma position là-dessus. Le PIB n'est pas un bon indicateur de quoi que ce soit. Le PIB aujourd'hui est artificiellement gonflé par le fait qu'il y a un certain nombre d'opérations qu'on inscrit maintenant dans le PIB, qu'on n'aurait pas inscrites dedans il y a 50 ans. Et le PIB n'est pas synonyme de prospérité. Et il est en fait, pour l'instant, tant que nous n'avons pas fait la bifurcation écologique, étroitement corrélé aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le meilleur proxy du PIB, c'est les émissions de CO2 et vice-versa. Donc la croissance du PIB ne doit pas servir aujourd'hui de boussole pardon, à nos politiques publiques. Il y a plein d'autres indicateurs alternatifs qui sont disponibles pour orienter nos politiques publiques de manière beaucoup plus pertinente que le PIB. Maintenant, si nous mettons en œuvre la bifurcation écologique, par exemple, si nous mettons en œuvre ce que le rapport de l'Institut Rousseau, Road to Net Zero, va proposer dans quelques mois, à savoir un chemin de décarbonation pour l'ensemble de l'économie européenne d'ici 2050, est-ce que ça va faire augmenter le PIB de l'Union européenne? J'en sais rien. Ça va créer des nouveaux emplois, beaucoup de nouveaux emplois verts, c'est une très bonne chose. Qui dit plus d'emplois dit a priori plus de PIB, mais ça va aussi nous conduire à plus de sobriété dans la consommation, en particulier dans l'usage des ressources naturelles. Et ça dit moins de PIB. Et donc, au total, lequel de ces deux forces va l'emporter? Je n'en sais rien. Et au fond, ça n'a aucune importance. Puisque le PIB n'est pas un bon indicateur. Donc, qu'il croisse ou qu'il baisse, au fond, ça ne devrait pas être notre sujet. Ça, si vous voulez, c'est la position post-croissance. Une économie post-croissance, une économie qui s'occupe de la réalité concrète de ce que vivent les gens et pas de cet indicateur un peu fantasmagorique qu'on appelle le PIB. D'autant que quand on parle de croissance du PIB, on parle essentiellement de croissance du PIB réel, c'est-à-dire une construction théorique par des comptables nationaux et des statisticiens d'un objet que personne ne peut observer, qui n'est pas le PIB nominal. Le PIB nominal, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées dans une économie sur un an. Et là-dedans, contrairement à ce qui est tant de fois répété par un certain nombre de politiciens pas très compétents, les dépenses publiques, c'est 21% du PIB, de la valeur ajoutée d'une économie. Pas du tout 56, 21%. Et c'est stable depuis 40 ans. Mais le PIB réel, c'est pas ça. Le PIB réel, c'est le PIB nominal déflaté d'une certaine mesure de l'inflation. Et donc, ça veut dire, pour calculer le PIB réel, par exemple en 2014, je calcule le PIB en 2013, PIB nominal, je regarde le système des prix en 2013,
je regarde de combien l'inflation a fait augmenter, a priori, de manière générale, le système des prix en 2014, et je déflate le PIB nominal de 2014 de ce taux d'inflation. Mais pour faire ça, je fais l'hypothèse assez extravagante que les prix entre 2013 et 2014 n'ont pas été déformés. Autrement dit, que la valeur relative d'une heure de cours d'anglais vis-à-vis, par exemple, d'un kilo de tomates est la même en 2013 qu'en 2014. Or, on sait bien que ce n'est pas vrai. Et donc, bon, en 2014, admettons, les prix se sont un peu déformés, mais pas trop. Donc, le calcul du PIB réel en 2014 a encore un peu de sens, mais en 2020, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Et donc, quand on dit on veut faire la croissance du PIB réel, on est en train de promouvoir des politiques publiques qui sont construites sur un indicateur qui lui-même, en réalité, n'a pas de sens dans sa construction elle-même, hein, puisqu'elle suppose, pour avoir du sens, que les prix ne se déforment pas au cours du temps, ce qui n'est pas vrai. Même si ce n'est pas le PIB, la croissance, c'est quelque chose d'obligatoire? Ah non, alors si on parle de la croissance, oui, la croissance de la qualité de vie des gens, la croissance de l'éducation, la croissance de la santé, ça c'est indispensable, tout à fait. Et donc quand je dis ça, par exemple, ou la croissance des égalités, pas des inégalités, mais de l'égalité, ça c'est indispensable à notre société. Alors si on parle de ce type de croissance-là, bien sûr, ça c'est tout à fait bienvenu pour l'économie que nous voulons construire. Je vous dis ça parce qu'on a été élevés, pour ceux qui ont été élevés en France dans une culture judéo-chrétienne, on va dire, avec la parabole des talents. La parabole des talents, c'est bien quand même celui à qui on remet 5 talents et qui ramène 10 talents, qui est félicité. Celui qui est prudent et qui cache son talent dans la terre, on lui dit qu'il a mal fait son boulot. Oui. On est bien d'accord que ça, c'était quand même un des fondements de notre éducation religieuse. Alors oui, c'est vrai. Et dans le même temps, et j'en parle dans mon livre, hein, Composer un monde en commun, la parabole des talents est incroyablement ambiguë. Vous avez 5 ou 6 manières différentes de l'interpréter. Paul Jorion, par exemple, interprète la parabole des talents en disant, regardez, en fait, c'est une dénonciation du capitalisme parce que le roi sanguinaire, cette espèce de salaud, dit à celui qui n'a pas fait fructifier les talents, qui les a simplement enfouis et puis qui les restitue tels quels. Il lui dit, mais tu aurais pu mettre mon argent chez le banquier, puis ça m'aurait rapporté les intérêts. Et comme ce roi est un salaud, puisqu'il va faire trucider ou égorger ou torturer le malheureux serviteur qui n'a pas justement fait fructifier ses talents, Paul Jorion dit, ben voilà, en réalité, cette parabole est une dénonciation du capitalisme. Voilà. Ou en tout cas d'une certaine compréhension de l'économie comme devant rapporter, faire fructifier le capital. Bon. Moi, il y a plein d'autres interprétations, et une autre, qui consiste à remarquer que le roi dit à ses serviteurs, bon, tu as été fidèle et conforme à en fait ce que je t'avais demandé, en très peu de choses, je vais te donner le gouvernement sur mes villes. Et donc, ces serviteurs, c'est des esclaves. Donc la question qui mérite d'être posée, c'est, connaissez-vous une société dans laquelle un maître va donner le gouvernement de ses villes à ses esclaves? J'en connais pas. Donc c'est ça l'utopie chrétienne, c'est le Dieu des chrétiens est un Dieu qui propose à l'humanité de faire alliance avec elle pour lui donner accès au pouvoir absolu, qui est là métaphoriquement représenté par le pouvoir sur les villes, à condition que nous nous conduisions saintement. Et qu'est-ce que ça veut dire se conduire saintement? C'est construire des communs, construire des institutions qui nous permettent de gérer les communs. En tout cas, c'est la proposition que je fais dans mon livre. Voilà. La pointe de ceci ne se trouve pas dans l'évangile de Luc, où on entend cette parabole des talents, ou bien dans l'évangile de Matthieu, mais la parabole des mines et puis la parabole des talents, mais dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. En Apocalypse 3:20, chapitre 3, versets 20, 21, on entend ceci, bon, Dieu frappe à la porte, celui qui entend sa voix lui ouvrira et il ira dîner avec lui comme un ami dîne avec un ami. Donc ça veut dire, la proposition qui nous est faite par le Dieu des chrétiens, c'est une relation d'intimité, d'amitié, en fait, avec Dieu, qui va faire une grande bouffe avec nous, comme un ami. Bon. Et puis, le texte ajoute, et celui qui aura traversé la grande épreuve, l'épreuve de la sainteté, de la mise en commun, du partage, bon, par opposition à la captation privée, bon, celui qui aura traversé cette épreuve de la sainteté ira s'asseoir sur le trône du Père avec l'agneau égorgé. L'agneau égorgé, c'est le Christ que nous avons crucifié. Ça veut dire que la promesse qui nous est faite par le Dieu des chrétiens, c'est de siéger sur le trône de Dieu le Père. Et c'est déjà en fait en germe dans ce roi paradoxal qui offre le gouvernement de ses villes à ses esclaves. Donc ça veut dire que
Le pouvoir absolu, celui de Dieu, est conçu par le Dieu des chrétiens comme un commun, à condition que nous y consentions et que nous nous y habituions, si je puis dire, en commençant déjà par partager ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. C'est ça la promesse chrétienne. Giro, merci beaucoup. On a vu avec cet entretien que vous avez vraiment deux faces et que vous arrivez à les mettre en commun, comme Janus finalement collés l'une à l'autre, le mathématicien, l'économiste et le prêtre jésuite. Je rappelle votre ouvrage Composer un monde en commun, qui est édité chez Seuil. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages depuis 2009. Je conseille aux gens d'aller taper votre nom et dans des librairies en ligne ou d'aller dans une librairie en physique, rencontrer des gens. Vous trouverez tout un tas d'ouvrages, il y a des ouvrages à sortir, avec une philosophe qui s'appelle Anna Lambert. Le capital que je ne suis pas, ce sera chez Fayard. J'espère que cet entretien vous permettra de vous faire votre opinion sur le monde économique d'aujourd'hui, sur l'avenir de notre maison commune, la planète Terre, et que les solutions et réflexions portées par Gaël Giraud auront bousculé, alimenté vos propres réflexions. À bientôt. Merci à la chronique Agora de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans leur magnifique studio. N'oubliez pas de télécharger gratuitement leur rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est accessible dans la description de cette vidéo.